avec Marjolaine Boudet, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Picardie Jules Verne, qui avait déjà fait des livres sur les séries télé et qui, l'année dernière, chez Ellipse, a sorti Vampire au-delà du mythe, qui est une étude sur le vampire dans toute la société et dans les croyances populaires. Stéphane Marsan, qu'on ne présente plus, directeur de collection chez Brajlon, grâce à qui nous avons découvert la Biblite depuis de nombreuses années. Jeanne Fèvre d'Arcier, qui avait déjà écrit 2 romans vampiriques, Rouge Flamenco et la déesse Écarlate, qui a eu aussi, pour une nouvelle qui s'appelait Monsieur Boum Boum, le Grand Prix imaginaire en 2001, et qui vient de sortir chez Brajlon, Le Dernier Vampire. Donc on va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en demandant d'abord à Stéphane Marsan peut-être de définir qu'est-ce que la Biblite. Bonjour. Alors c'est bien, j'ai perdu ma voix, mais avec le micro c'est marché. Définir la Biblite. La Biblite, c'est un... On peut commencer à dater, je crois, l'émergence du phénomène. Globalement, on va dater ça avec Buffy. Buffy, ça commence, la série commence en 1997, elle s'arrête en 2003. Et comme par hasard, l'émergence de la Biblite comme un catalogue fourni, vivant, se développant avec de nombreux auteurs, globalement c'est les années 2000. 2000 c'est Patricia Briggs, J.R. Ward c'est 2005, enfin voilà, les grandes représentantes du genre arrivent dans les années 2000, elles ont parfois écrit un petit peu avant, elles ont plutôt écrit de la fantasy, ou elles ont écrit de la romance, enfin, elles ont écrit dans des genres rapprochants. Il y a une prédécesseuse, évidemment majeure, qui est Laurel K. Hamilton, qui avec Anita Blake lance tout ça, et finalement ces femmes qui écrivent de la Biblite et qui publient de la Biblite à partir des années 2000 sont toutes des femmes qui ont regardé Buffy à la télé, qui ont lu Anita Blake et qui se sont dit c'est drôlement bien ça, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, je vais en faire autant. Et ce genre de réaction, elle est absolument majeure dans la littérature de genre, parce que c'est très exactement ce qui s'est passé dans les années 70 avec la fantasy, quand Le Seigneur des Anneaux a été publié aux États-Unis, et que toute une génération à l'époque d'étudiants et de jeunes travailleurs aux États-Unis se sont dit moi j'aime le roman d'aventure, je lis Le Seigneur des Anneaux, il y a de la magie, c'est exactement ce que je veux faire, et c'est Terry Brooks, Raymond Feist, David Eddings, etc., etc. Donc localiser dans le temps un moment d'émergence comme ça, c'est très important parce que ça nous permet de voir d'emblée, vraiment à la volée, quelles sont les références dont se sont emparées toute une génération d'écrivains. Alors la Biblite, c'est quoi? Biblite est un terme qui est construit de façon analogique à chick lit, c'est-à-dire chick c'est les nanas et lit c'est la littérature, donc c'est la littérature pour les nanas. Et bien la Biblite c'est la littérature qui mord, de to bite en anglais, qui veut dire mordre. Donc c'est la littérature où il y a des dents, donc des vampires, des loups-garous, etc. Enfin plus important que les dents, et surtout la littérature où il y a des gens qui ont ces dents longues là, puisque évidemment on va en parler beaucoup de la figure fascinante et dans son évolution du vampire. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on lit de la Biblite? Eh bien on trouve un mélange d'action, parce qu'il y a beaucoup d'action, de la castagne, voilà. On trouve des protagonistes féminines qui savent se battre, qui savent se défendre. On trouve des histoires d'amour, parce qu'elles ont une vie de femme, elles cherchent un copain, elles tombent amoureuses, elles ont des histoires de cul. On trouve de l'érotisme, parce que ça fait partie de la vie. On trouve le monde contemporain, parce que ça se passe globalement ici et maintenant, enfin surtout de l'autre côté de l'Atlantique, mais globalement c'est notre époque, c'est maintenant. On trouve du polar, parce que ce sont très souvent des intrigues policières, on cherche un tueur, on cherche le responsable d'une cabale quelconque, d'un complot, et on trouve de l'humour, parce que c'est avant tout une littérature de divertissement et de plaisir, et donc on aime des personnages qui sont gouailleurs, on aime des personnages qui ont un regard sur la vie qui nous amuse, qui nous fait réagir, avec de l'ironie. Voilà, très rapidement, la Biblite, c'est ça. Merci Stéphane. Donc, ça marche, ouais? Oui, ça marche. Stéphane là, vient de nous présenter un petit peu, d'une manière générale, ce qu'était la Biblite. Il serait peut-être intéressant qu'on revienne un petit peu sur les différences
entre la bitlite et la littérature vampirique que je qualifierais de traditionnelle. Marjolaine, peut-être? Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stéphane et sa définition de la bitlite qui s'inscrit effectivement avec Buffy comme grande référence et qui s'inscrit dans une évolution globale de la représentation de la femme et de la culture, ce que j'appelle la culture populaire au féminin, avec des héroïnes qui sont vraiment en contrôle de leur vie, de leurs relations amoureuses. Et finalement, la bitlite et la chiclite, ça s'inscrit en réaction à une littérature qui était destinée à un public féminin dans les années 70, c'était la littérature harlequin. La littérature là aussi érotique, amoureuse, mais dans laquelle la femme avait finalement une position très passive par rapport à ce qu'on trouve dans la chiclite. Donc la première influence c'est harlequin, et puis évidemment il y a toute la littérature de vampires traditionnelle. Alors la grande référence c'est Dracula de Bram Stoker, qui là aussi a une représentation de la femme très traditionnelle, très passive. Vous avez peut-être vu l'adaptation de Coppola, donc avec Gary Oldman et Winona Ryder, où Mina, là, elle est vraiment la gentille fille qui attend son fiancé, qui se laisse séduire et qui surtout ne fait rien par elle-même. Mais il y a une autre grande référence pour la chiclite et pour la bitlite. Il me semble que c'est Carmilla de Sheridan Le Fanu qu'on connaît assez peu ou qu'on a oublié en 1872. C'était un roman qui déjà mettait des femmes fatales en héroïne et qui décrivait une histoire d'amour entre deux femmes à la fin du 19e siècle. C'était extrêmement novateur et extrêmement, choquant, ou en tout cas en dehors des sentiers battus, politiquement incorrect pour l'époque. Donc il y a vraiment des références comme ça dans la chiclite, cette représentation de la femme, et ça s'inscrit aussi contre la représentation du vampire comme simplement un prédateur sexuel, comme quelqu'un qui va s'emparer des femmes, les tuer ou tout simplement les mordre. Et ça, la grande référence, c'est la Hammer, les films de Christopher Lee, là qui sont uniquement destinés à faire peur et destinés davantage à un public masculin qu'à un public féminin. Donc vraiment, avec la chiclite, les femmes, puisque la plupart des auteurs de chiclite sont aussi des femmes qui s'adressent aux femmes, il me semble que c'est vraiment révélateur d'une époque et aussi d'une évolution des genres, du rapport de genre, et que les masculins, les féminins se confondent de plus en plus dans ce type de littérature qui correspond tout à fait au temps présent. Alors, justement, Jeanne, qui venait d'écrire un roman qu'on peut difficilement qualifier, je crois, de bitlite, on est dans la littérature vampirique traditionnelle. Mais alors, est-ce que vous avez été influencé parce que parmi vos personnages principaux, il y a deux femmes, dont l'une sert d'inspecteur de police, l'autre est un médecin anesthésiste. Donc là aussi, il y a eu, et en plus, Marjolaine faisait référence à Carmilla, il y a là aussi, elles ont une sexualité, pour l'une d'entre elles en tout cas, qui n'est pas forcément la sexualité de toutes les femmes. Donc est-ce que là aussi, vous reconnaissez dans ce Alors en fait, moi quand on m'a dit que j'écrivais de la bitlite, en fait j'étais comme M. Jourdain avec la prose dans la pièce de Molière, j'écrivais de la bitlite sans le savoir. Donc j'ai un peu l'impression de venir d'un univers différent, parce que mes références, plus des références à la littérature fantastique classique, d'Edgar Poe à Lovecraft, en passant par Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune, par Madame en noir, ou même le Horla de Maupassant ou la métamorphose de Kafka. On est dans une littérature classique. Donc voilà pour un peu mes références. En ce qui concerne les personnages féminins, c'est vrai que ces personnages féminins sur lesquels je mis en scène, sur lesquels j'ai travaillé, se rapprochent plus effectivement de la bitlite dans la mesure où ce sont des femmes
forte, assez transgressive souvent, puisque le personnage de la femme flic qui va être comment dire, opposée au vampire dans le dernier Vampire, elle est rebelle à sa hiérarchie, elle est homosexuelle, elle vit avec une fille qui est à moitié homosexuelle, enfin elle est vraiment très transgressive. Et l'autre personnage féminin, c'est un médecin anesthésiste qui collectionne des aventures, et des aventures qui sont parfois assez chaudes, voilà, les femmes assez rebelles. Donc dans ce sens-là, effectivement, il y a peut-être un rapport avec la Biclite. J'aime bien mettre en scène des héroïnes qui sont fortes. Les deux premiers personnages de femmes vampires, dans Carmilla et la déesse Écarlate, c'était des femmes justement, c'était pas des vampires masculins, c'était des femmes. Voilà. Alors, justement, puisqu'on est là aussi pour parler de vampires, ce qui me paraît très intéressant dans la littérature actuelle, c'est cette évolution de la figure du vampire. On avait tous à l'esprit Dracula, le vampire, c'est toujours l'homme de belle prestance, à l'éducation parfaite, toujours le plus souvent de haute noblesse, etc. Et qui est en quelque sorte un prédateur. Et depuis, disons, une quinzaine d'années, la figure de ce vampire prédateur a changé. Il redevient, je dirais, un peu un homme. Il se transforme parfois même en victime. Souvent, les héroïnes en fait pourchassent les vampires. Alors, et il y a en même temps donc cette victimisation quelque part de la figure du vampire, et qui en même temps devient, comment dirais-je, il acquiert une sorte de rédemption à travers les femmes. Ça avait commencé avec Angel chez Buffy, et ça continue. Donc je pense qu'il serait intéressant peut-être de parler un peu de cette évolution de la figure du vampire. Je ne sais pas. Oui, effectivement, le vampire, ça commence même avant Buffy, ça commence avec Anne Rice, avec Entretien avec un vampire, avec les années 70, où désormais le vampire est présenté comme quelqu'un de malade, comme le marginal. Je pense que c'est révélateur de la façon dont la marginalité, la différence est perçue dans la société, et à partir des années 70, les sociétés occidentales deviennent plus tolérantes, et donc le vampire devient la métaphore de celui qui est différent, qui a un autre mode de vie, d'autres valeurs, d'autres envies. Ça devient aussi la métaphore du drogué, voire du pervers sexuel qui est présenté comme un malade, avec encore une fois le développement de la psychiatrie. Donc à partir de là, on est en empathie avec le vampire, mais aussi parce qu'Anne Rice réalise quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'elle donne la parole au vampire. C'est la première fois d'Entretien avec un vampire que c'est le vampire qui parle, puisque dans Dracula, même si c'est le personnage principal, il ne parle jamais. Il est toujours vu à travers les autres personnages. Donc vraiment, avec Anne Rice, le vampire prend la parole. Et forcément, quand on donne la parole à quelqu'un, le lecteur se sent en empathie avec lui. Après, c'est vrai que ça se développe surtout dans les années 90. Je parlais tout à l'heure du film Dracula de Francis Ford Coppola. L'adaptation de ce roman nous met là en empathie totale avec le personnage du vampire, puisqu'on voit sa vie d'humain, donc Vlad l'Empaleur, il a perdu sa femme, donc il est extrêmement malheureux et il cherche finalement à retrouver cet amour perdu. Et donc là aussi on est en empathie avec lui, et pour la première fois aussi au cinéma, quand le vampire meurt, on pleure. Alors que dans les films de la Hammer, on pleure jamais quand le vampire est détruit, on est même plutôt content, plutôt soulagé, ou alors ça nous fait rire. Là, on est vraiment en empathie avec ce personnage de vampire, et je pense que ça encore une fois, ça traduit le regard de la société qui change sur la différence, sur le malade, sur le bien et le mal, et que c'est ce qu'on retrouve effectivement dans les livres et les séries d'aujourd'hui, par exemple dans True Blood ou dans The Vampire Diaries, et avec la figure des anti-héros qui deviennent de plus en plus sympathiques, parce que finalement ils nous ressemblent. Ça permet aussi de parler du mal en nous, et de... Voilà, encore une fois, ça parle de vampires, mais ça parle de nous. Oui, effectivement, je trouve que en ce qui concerne le déclic, pour moi, ça a été la lecture d'Anne Rice.
le personnage de Dracula, indépendamment des qualités littéraires du livre, c'est pas quelqu'un qui m'aurait inspiré parce qu'en fait il est enfermé dans une gangue manichéenne, très victorienne, il y a le bien et le mal, il incarne le mal, donc c'est un personnage qui est extrêmement vertical, qui n'est pas du tout, qui moi m'aurait pas inspiré pour écrire un livre. En revanche, Anne Rice, elle fait de ces vampires des héros positifs. Donc là, ça devient intéressant parce qu'on retourne complètement la situation et on peut en faire des espèces de cow-boys qui dérivent dans le temps et l'espace et on va suivre leurs aventures de l'intérieur. Donc effectivement, c'est ça qui est intéressant. En ce qui concerne par exemple le dernier vampire, moi mon personnage de Donadieu, je l'ai vraiment créé à la fois comme un bourreau et une victime, c'est-à-dire qu'au départ il apparaît comme quelqu'un de... On ne le voit pas du reste, on le découvre progressivement, mais on pense que c'est un tueur en série, il est complètement pervers, il est paranoïaque, il est totalement déséquilibré, il est totalement déshumanisé. Et puis au fil du livre, en fonction des rencontres qu'il va faire et des aventures qui lui arrivent, ce personnage commence à s'éclairer de l'intérieur. On comprend qu'il a été transformé en vampire dans une tournante de vampire. Il a été agressé par des vampires dans un bordel du Palais Royal pendant la Révolution française. Et en fait, sa transformation, il la vit pas du tout comme quelque chose de positif, parce qu'en fait, il faisait une carrière politique sous la Révolution française. Donc son destin, le destin qu'il se rêvait, c'était d'être un personnage comme Danton, comme Robespierre, quelqu'un qui avait participé à la création de la démocratie et d'un pays, de la nation telle qu'elle allait naître des comptes de la monarchie absolue. Et puis bon, progressivement, donc il vit mal en fait cette transformation et on comprend qu'il a beaucoup souffert de cette transformation et ce n'est que progressivement effectivement qu'il la retourne et qu'il en fait quelque chose de positif. Donc voilà, donc effectivement ce qui est intéressant c'est ce passage d'un personnage complètement négatif à un personnage positif. En plus, le vampire, ce que je trouve intéressant dans la figure du vampire, c'est la possibilité de travailler sur le temps et sur l'espace. Parce que comme il est immortel, il a une mémoire très importante. Donc on peut inscrire dans les livres qu'on écrit des passages historiques. Voilà, donc ça c'est assez intéressant aussi. Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, je dirais tout simplement que ce qui se passe avec la victime, c'est que les vampires, ils sont super sexy, et être vampire, ça dit, quand on est un homme, ça doit être carrément cool. Et voilà, en deux mots, finalement, je reprends ce qu'a dit Marjolaine infiniment plus savamment que moi. Je pense qu'on est passé d'un frisson qui était le frisson de lapin à un frisson qui est le frisson de l'audace. La figure du vampire représente un monde interdit, un monde parallèle, finalement qui commence très symboliquement dans le premier Anita Blake par une boîte, un club où il se passe des choses, où les vampires sont, etc. Et je trouve que c'est une métaphore évidente de passer dans un autre monde, dans un autre aspect de notre monde, qui coexiste avec le nôtre, parce que comme la Bitlite, ce sont des aventures qui se passent ici et maintenant, finalement, le surnaturel, le merveilleux, et au coin de la rue, il ne s'agit plus du tout, comme c'était le cas avec la fantaisie, de passer dans ce que les anglo-saxons appellent un monde secondaire, vraiment un autre monde. Il s'agit de découvrir une autre réalité qui est au sein de la nôtre et qui entretient des rapports, sur les genoux, entretient des rapports extrêmement étroits avec la vie des héroïnes. La deuxième chose, c'est que, moi ce qui me frappe énormément, évidemment, c'est la dimension érotique de tout ça. Elle me frappe avec un exemple précis qui est lorsque nous avons décidé de publier la série Riley Jensen de Kerry Arthur, qui est de loin l'une des celles qui a le plus de scènes de sexe. Et on en parlait avec des éditeurs européens à Francfort qui disaient, aux Pays-Bas par exemple, ils disaient moi je ne peux pas publier ça en fantastique, je ne pourrais le faire que dans une collection porno. Et d'ailleurs, les Pays-Bas, c'est intéressant, c'est un des rares pays au monde où les vampires, ça ne marche pas du tout. Alors que l'Allemand qui était à côté, qui est un très bon copain, Sacha Mamchak, a dit « ça a l'air bien votre truc », voilà. Et lui, il en a vendu direct 100 000 exemplaires. Ça veut bien dire que la perception du vampire à travers ce qui représente des désirs refoulés, de l'interdit, etc., de la multiplicité, hein, parce que nos héroïnes, elles n'ont pas qu'un seul mec dans leur vie, voire dans leur lit, en même temps, est saisie de façon différente selon les pays et selon les cultures, et donc à l'évidence répond à
à des tabous et à des besoins qui sont... L'autre aspect, je voudrais aussi rappeler, puisque c'est en tant qu'éditeur mon rôle de faire les liens entre les différentes étapes d'apparition de la littérature par rapport finalement à la librairie, au genre, au label, au marketing, etc. C'est évidemment la parenté avec la romance. Ce que je veux toujours rappeler, c'est que la romance, qu'on a appelé longtemps en français le roman sentimental, c'est la moitié du marché du livre aux États-Unis. Un livre sur 2 vendu aux États-Unis est un roman sentimental. Harlequin, Kensington et d'autres. C'est dire à quel point, évidemment, la Bit Lit, elle s'enracine dans une lecture que Marjolaine a évoquée, qui depuis s'est faite quand même, en effet, depuis les années 70, beaucoup plus variée, et beaucoup plus audacieuse, et beaucoup plus en prise sur la réalité, qui est celle des histoires d'amour. Et donc, c'est pas pour rien que chez Milady, on va lancer une collection de romances ce printemps. C'est parce qu'on a très bien vu qu'il y avait une évidence de passer, alors nous on a fait le chemin à l'envers, mais finalement de réunir les publics autour de ces données qui sont le fantastique, que honnêtement, enfin, sans doute que les universitaires appelleront toujours ça du fantastique. Moi je pense qu'il y a un vocable qui s'est imposé aujourd'hui qui est le paranormal, qui est une sorte de fantastique qui ne fait plus peur, mais un fantastique dont on s'empare. C'est-à-dire que quand on lit de la Bit Lit, on a envie d'être immortel, on a envie d'avoir une histoire d'amour avec un vampire, on a envie d'avoir des pouvoirs magiques, on a envie, comme tu dis, d'être différent, mais une différence extrêmement valorisante et extrêmement sexy. Oui, je pense que tu as tout à fait raison de rappeler que dans la littérature de vampires, le frisson de la peur et le frisson érotique sont extrêmement liés et l'ont toujours été. Finalement, peut-être ce qui est nouveau avec la Bit Lit, c'est qu'on arrive avec de l'amour en plus. C'est que non seulement on parle de l'éros et thanatos, la pulsion de mort et la pulsion sexuelle qui sont vraiment au cœur de l'homme, de ce que nous sommes, nous, êtres humains, mais que là, on arrive à l'amour. Et que l'amour, c'est beaucoup plus compliqué, finalement, que le sexe ou la peur. Et donc, ça permet d'écrire des choses plus complexes et qui parlent peut-être plus à notre génération, parce que, quand même, le grand défi actuel, il me semble, effectivement, qu'on peut rêver de tomber amoureuse d'un vampire, mais on peut rêver de tomber amoureux tout court, d'un type bien. Voilà, et il se trouve que dans la Ticlite, ce sont des vampires, mais encore une fois, c'est pour parler de ce qui n'est pas ordinaire, ce qui est extraordinaire, ce qui est peut-être paranormal, ou en tout cas pas normal, pas banal, et ça permet de réenchanter le monde, de rêver à des choses voilà, tout à fait hors du commun. En fait, quand on écrit ce genre de littérature, on est toujours sur le fil de l'interdit, hein, puisqu'en fait, le choix du vampire, de la femme vampire, c'est de transformer son objet de désir en vampire et à ce moment-là de damner, ou de le laisser vivre, de le perdre s'il va mourir. Donc on est sans arrêt sur le fil de l'interdit, on est juste sur la transgression et on flirte avec la transgression. C'est ce que j'aime écrire, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, on peut nouer des belles histoires d'amour, parce qu'en même temps, il y a un côté Tristan et Isolde. Hein. Oui, on dort avec l'épée au milieu, est-ce qu'on l'enlève l'épée, hein, voilà. Non mais c'est vrai que les métaphores surnaturelles permettent de parler de choses extrêmement profondes, des sentiments, de quand on tombe amoureux, est-ce qu'on va garder la relation en l'état, est-ce qu'on veut le rendre éternel au risque de le figer, ou alors est-ce qu'on va le laisser libre, vivre sa vie au risque de le perdre. Je crois que c'est des choses vraiment très profondes et qui parlent évidemment c'est pour ça qu'on écrit ces histoires et c'est pour ça qu'on les lit. Oui, tout à fait, il y a une possibilité de rentrer dans la psychologie des personnages, d'entrer de plus en plus en surmontant les peurs des personnages et leur rapport avec l'interdit qui est extrêmement intéressant. Oui, mais il me semble quand même que aujourd'hui, ce qui fait l'intérêt de la Bit Lit et ce qui change par rapport, par exemple, au roman sentimental qu'il y avait avant, c'est vrai qu'on a toujours une histoire d'amour, mais aujourd'hui, c'est en général, c'est une héroïne, et cette héroïne, à chaque fois quand elle vit une histoire d'amour, elle est quand même l'élément dominant, et même lorsqu'elle est apparemment plus faible, on voit bien que les auteurs utilisent cette faiblesse comme instrument de domination. Je pense à un certain nombre de séries. Il y en a une, par exemple, que certains d'entre vous ont peut-être lu, qui s'appelle Queen Betsy.
Marie-Janice Davidson. Je suis un grand fan de cette série. L'héroïne Betsy dedans, qui était serveuse ou secrétaire, je ne me souviens plus, à Minneapolis, devient soudainement la reine des vampires. Et évidemment, elle dit qu'elle est complètement dépassée. Elle tombe amoureuse, il y a une histoire d'amour avec le roi des vampires, qui lui est justement presque la caricature du vampire mâle, dominateur, sûr de lui, etc. Et elle utilise en permanence sa faiblesse pour pouvoir mieux le dominer et le manipuler. Donc je crois que là, ce qui est intéressant, c'est ce renversement de situation par rapport à l'histoire d'amour normale, où on avait toujours la faible femme qui s'évanouit en poussant un petit coup. Une phrase à ce propos que j'aime toujours beaucoup rappeler, c'est une phrase de Joss Whedon, donc le créateur de Buffy, qui a dit « Je voulais donner le pouvoir aux femmes ». Et je pense qu'il y a là quelque chose d'absolument fondamental. Et fondamental aussi, parce que moi j'aurais aimé avoir l'avis de Marjolaine et Jeanne sur l'aspect féministe de la chose. C'est qu'en effet, il y a évidemment une mutation de la place des femmes à travers cette littérature, et aussi le reflet évidemment de l'évolution de leur place. En même temps, la place des femmes, elle est loin encore d'être égalitaire dans nos sociétés. Donc finalement, le regard, parce que évidemment c'est par hasard, vous êtes des femmes, vous écrivez et vous réfléchissez sur la question, quid du féminisme et quid de la place des femmes dans tout ça? Oui, moi j'avais effectivement commencé là-dessus en disant que la chick lit c'est vraiment la littérature des femmes. Pour venir à votre description de la femme qui utilise qui fait semblant d'être faible pour mieux séduire et ensuite prendre le dessus, je crois que, encore une fois, la description d'une relation amoureuse en dominant-dominé, c'est extrêmement peut-être daté, patriarcal, et que justement il me semble qu'aujourd'hui le féminisme ou le post-féminisme cherche davantage l'égalité que la domination. Je ne faisais que dire l'impression qu'on a en lisant les romans, hein, c'est tout. Ça n'engage pas moi. Tu es le maillon faible. Je ne suis pas un phallocrate. Non, mais c'est pas. Encore une fois, je crois que ce qui a changé, c'est que ce sont des femmes qui décrivent ces relations amoureuses. Et que la description de la femme comme la pauvre petite victime, ça n'a jamais correspondu à la réalité. Je crois que la femme n'est pas faible, ne l'a jamais été, mais que ce qui change, c'est la description. Parce que, encore une fois, les premiers vampires, ce ne sont pas des hommes, dans les mythes et dans les légendes, ce sont des femmes, des Lilith, des la Kabbale, ces mythes. On retrouve même dans Gilgamesh, qui est le premier texte écrit par les Babyloniens, on trouve déjà un vampire, un démon suceur de sang qui est déjà une femme. Et la femme fatale, la vampire, ça permet de décrire ces femmes qui ont une sexualité extravertie, qui dominent les hommes, puisque la première grande vampire, c'était Lilith, qui est censée être la première femme d'Adam, avant Ève la soumise. Et Lilith, donc, a refusé de faire l'amour en dessous d'Adam. Et donc, elle a été jetée du paradis, et ensuite, elle a enfanté avec Lucifer 666 démons. Voilà. Mais encore une fois, on retrouve donc dans ces mythes médiévaux, cette interprétation de la Bible par des rabbins du XIIIe siècle, on retrouve cette peur de la sexualité féminine, et toujours ces démons, ces succubes, c'était des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, c'était des femmes qui font l'amour en étant sur les hommes, ce qui permettait d'expliquer notamment les éjaculations nocturnes, il y avait une succube qui était passée par là. Voilà, donc il y a des... Non mais, encore une fois, ce sont des peurs ancestrales, le sang, évidemment, il y a les règles, le féminin. Enfin, on retrouve dans ces mythes de vampires vraiment la peur de la sexualité de la femme, et la peur, effectivement, comme vous l'avez dit, consciemment ou inconsciemment, de la domination de la femme, d'une femme qui ne serait pas faible, et qui donc du coup serait dominante. Voilà, encore une fois, je pense qu'il y a peut-être un juste milieu difficile à trouver, et c'est tout l'objet de Buffy, par exemple, de trouver enfin un partenaire égal. Et dans la chick lit, ce partenaire égal, il est forcément surnaturel, il est forcément vampire, parce que peut-être, voilà, c'est les hommes actuels ne correspondent pas. C'est ça. Oui, alors, moi je suis un peu perplexe parce que je vois pas ça comme ça, mais bon. Du moins, en fait, je vais avoir un cerveau droit, un cerveau gauche, parce que
Mes deux premiers livres mettent en scène des femmes vampires, donc effectivement elles sont très dominantes. Carmilla, c'est le personnage même de la femme fatale, puisque j'ai choisi ce prénom, j'ai choisi en référence à Sheridan Le Fanu, bien sûr, mais aussi à Carmen. Hein. Il y a un rapport, il y a une évocation lointaine du Carmen de Mérimée et de l'opéra de Bizet. Donc c'est vraiment la femme fatale. Femme fatale, ça se dit vamp. Voilà, tout à fait vamp. Voilà, c'est aussi la référence au cinéma noir. Bon, Mara, c'est dans la déesse Écarlate, c'est un nom qui veut dire, je l'ai découvert en écrivant le Flamenco, mon premier livre de vampire. J'avais appelé une des personnages de femme vampire Mara, parce que dans mon inconscient, les gens de l'inconscient sont très drôles quand on écrit. Je pensais que c'était le nom de l'héroïne de la trilogie, de la construction en rose d'Henry Miller, Lexus, Lexus, Lexus. C'est la femme du narrateur. Je pensais qu'elle s'appelait Mara. Et c'est une femme qui est effectivement très transgressive aussi. Elle est menteuse, elle est mythomane, elle se prostitue pour que son mec puisse écrire. Enfin, elle est à la fois fascinante, versatile et assez inquiétante. Et donc, je voulais reprendre ce prénom pour le coller sur le personnage de Femme Vampire, parce que je voulais en faire quelqu'un de très chargé sur le plan. En fait, cette femme, dans la crucifixion en rose, elle s'appelle Mona. C'est le premier jeu d'inconscient. Le deuxième jeu d'inconscient, c'est que j'ai choisi Mara. Et en fait, en feuilletant un dictionnaire de l'hindouisme, je me suis rendu compte que c'était le nom du prince des démons dans la littérature hindouiste, enfin dans les légendes hindouistes, et c'est l'adversaire de Bouddha. Et en sanskrit, ça veut dire le coucher du soleil. Et là, je me suis dit, c'est génial. Je tiens complètement au sujet de mon deuxième livre. Donc effectivement, dans ces deux premiers romans, en Rouge Flamenco et La Déesse Écarlate, on a des personnages de femmes, vampires, qui sont extrêmement puissantes. Alors, pour le troisième livre, j'ai voulu changer de point de vue. Je me suis dit, conséquemment, mon vampire va être un homme. Et donc, les personnages de femmes, il y en a une première qui est homosexuelle, qui est flic, qui est rebelle, qui a une histoire personnelle qui peut changer, qui fait qu'elle essaye d'obtenir rédemption en arrêtant des tueurs un peu criminels. Et la deuxième, alors c'est l'inverse. C'est une métisse, elle est un peu sorcière, elle a des intuitions un peu étranges, très belle, elle se paye des mecs pour et bon, voilà. Et elle paraît faible donc. En fait, elle va prendre le pouvoir sur le vampire. Et ce qui est intéressant, c'est justement la prise de pouvoir sur de la faiblesse. Voilà, c'est qu'elle ruse, et par la ruse, on est vraiment dans l'image traditionnelle de la femme, c'est ça qui m'a amusé. J'ai une femme flic au bout de elle, qui est un petit mec, et puis de l'autre côté, j'ai une femme extrêmement traditionnelle a priori, qui utilise complètement les atouts féminins, c'est-à-dire la beauté, le charme, la ruse, l'intelligence, qui va complètement fixer le vampire, arriver effectivement d'abord à survivre, parce qu'au départ il est et après il y a une histoire floue. Mais là on est vraiment dans la figure féminine classique. Oui, non. C'est effectivement très féminin, mais je crois que associer féminin et faiblesse, c'est peut-être, faiblesse physique peut-être, mais vous l'avez dit dans votre description de votre personnage, finalement elle est pas faible. Elle est féminine, mais voilà. Mais là je joue sur les codes. Oui, mais effectivement on joue sur les perceptions et sur les préjugés et c'est effectivement la liberté qu'on a aujourd'hui d'écrire ce genre d'histoire. Ce que je trouve très intéressant là, c'est qu'à travers ce que vous venez de dire, on voit que cette littérature est le reflet des changements de société. Et alors, j'aurais une autre question, parce que je vois que l'heure tourne, et puis je pense que si on veut garder quelques minutes après pour les questions des personnes ici présentes, je voudrais peut-être que si on pouvait aborder justement cet aspect-là, est-ce que l'une des raisons du succès actuel de la mythologie et de la littérature vampirique, ce n'est pas justement de mettre en avant à travers les personnages
les reflets, les changements de la société actuelle, parce qu'on trouve des personnages qui sont homosexuels, qui sont de toutes les couleurs possibles. Il y a entre autres un message, me semble-t-il, très fort de tolérance derrière cela. Est-ce que ça n'est pas aussi l'une des raisons du succès? En fait, pour moi, le personnage du vampire, c'est la métaphore même de la maladie du sida. Parce qu'en fait, c'est une maladie du sang. Le vampire a une maladie du sang. Donc pour moi, c'est la figure du malade. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il y a un regain de littérature vampirique à partir des années 90, où effectivement cette peur de la mortalité, le sexe qui redevient associé à la mort avec le sida et les maladies sexuellement transmissibles, en particulier celle-là, explique ce regain d'intérêt. Mais ce que j'ai montré dans ce livre, c'est que le vampire est un mythe suffisamment vague pour s'adapter à tous les désirs de la société. C'est que le vampire, finalement, quand on essaie de le définir, on a beaucoup de mal, parce que dans chaque roman, quasiment, le mythe est différent. Vous avez des vampires qui craignent la lumière du jour, d'autres qui scintillent au soleil. Vous avez des vampires qui n'aiment pas l'ail, qui ont peur des crucifix, d'autres qui sont prêtres. Vous avez vraiment des vampires qui ont besoin de boire du sang humain, d'autres pas, qui peuvent se contenter d'animaux. Finalement, le vampire, c'est une créature qui s'adapte à tous nos désirs et à toutes nos peurs. Et aujourd'hui, encore une fois, dans des périodes angoissées comme aujourd'hui, où tout fait peur, où l'avenir fait peur, où la relation amoureuse fait peur, où la relation sexuelle fait peur, où la mort, la maladie, la vieillesse, tout ça fait peur, et ben le vampire permet de parler de tout ça et aussi de réenchanter le monde, parce qu'on est dans une période où il n'y a plus d'idéologie, où on ne croit plus à rien, et que, encore une fois, avec cette littérature-là, ce paranormal-là, eh bien, on peut s'autoriser à rêver et à ressentir des émotions fortes. En fait, la figure du vampire, elle répond aussi à un désir très profond de l'humanité depuis le début, c'est le désir d'immortalité. Hein, toutes les recherches scientifiques, toutes les recherches scientifiques dans tous les domaines, depuis toutes les époques, ont essayé de nous faire vivre plus longtemps. Et là, on est vraiment sur un désir qui est extrêmement profond. Il y a le fantasme, la peur de l'autre, ça c'est la peur du sang, et puis après, en positif, il y a le désir d'être immortel. Je voudrais quand même mentionner que la Bitlite, c'est pas que les vampires. C'est que il y a quand même deux grands archétypes qui dominent ce genre, qui sont le vampire et le loup-garou. Donc il y a le côté beau ténébreux, élégant, noble, inquiétant, etc. Et il y a le côté rugbyman, poilu, testostérone, etc. Et on avait trouvé, il y a 2 ans, en dînant avec Patricia Briggs, on avait trouvé que ces deux archétypes, c'est exactement Batman et Wolverine. Et je pense que cette dichotomie, elle est super importante. Elle montre aussi, alors évidemment, elle permet de continuer à déployer l'éventail puisque c'est des archétypes érotiques féminins. Cet éventail-là, mais elle permet aussi de montrer que la Bitlite, à partir d'un point de départ qui est en effet exclusivement focalisé sur les vampires, s'élargit, se diversifie et met en scène d'autres types d'humanité, d'autres créatures étranges, d'autres figures nanties de pouvoir fascinants qui sont les loups-garous, mais aussi des démons, par exemple les anges, de temps en temps, etc. Ce qui permet aussi de rappeler que la Bitlite, c'est une structure littéraire, c'est-à-dire que ce sont des séries qui sont, littéraires qui sont conçues un peu comme des séries télé. C'est un genre qui doit susciter une sorte d'addiction. On peut lire le premier d'une série, un peu comme on voit le pilote d'une série télé, en se disant « Ah, c'est l'air pas mal, j'en lirai bien un autre, etc. » Et donc, cette structuration-là, elle explique aussi en partie le type de plaisir et l'entretien du plaisir de lecture. Et elle permet aussi de montrer ce développement des univers composés, puisque même si c'est toujours notre univers, cet univers va se trouver enrichi par d'autres figures qui répondent à d'autres désirs, d'autres envies, d'autres types d'aventures. Tout à fait. Alors, et c'est vrai que justement, dans la Bitlite, on trouve cet assortiment
de créatures surnaturelles et puis toutes les variations, parce qu'on en a certains qui sont des métis, vampires, loups-garous, etc. On trouve aussi des créatures qui sont purement surnaturelles. Vous faisiez allusion à Lily tout à l'heure, et il y a une série moi, que j'adore personnellement, qui est la série Succubus, où là on a affaire à vraiment l'un des archétypes là aussi de la littérature de démonologie, sauf que bien entendu là on a un succube qui est super sympa et qui en plus aime les livres puisqu'elle est libraire. Bon. Et ça m'amène à un autre aspect peut-être qu'on n'a pas encore abordé de toute cette littérature et auquel j'ai pensé parce que c'est d'abord une littérature essentiellement anglo-saxonne et principalement américaine des États-Unis. Or, on connaît chez les Américains l'importance de la place de Dieu et de la religion dans la vie et dans la société là-bas. Or, il me semble que, à travers la Biblite, il y a une partie qui réaffirme complètement l'importance de Dieu et de suivre ses commandements, je pense par exemple à Twilight, etc. Mais il y en a toute une autre partie qui me semble très contestataire à cet égard, qui évacue complètement l'importance de Dieu et de la religion. Les vampires n'ont plus peur des symboles. On disait tout à l'heure, il y en a même qui sont prêtres, etc. Donc, je voudrais savoir, là, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect de la Bible? Là, je vais vous répondre en tant que spécialiste de l'histoire des États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas forcément Dieu qui est important, c'est la croyance. Il y a un sondage qui a quelques années qui montre que 63% des Américains croient à l'existence des anges. Et 89% croient en Dieu. Donc je pense qu'il y a aux États-Unis peut-être une population qui est plus sensible au surnaturel, qui est plus crédule ou qui fait semblant de croire à ça, et que de toute façon la littérature anglo-saxonne a inventé les genres gothiques et les genres de la fantasy, ou en tout cas les a vraiment exploités, tandis qu'en France, peut-être parce qu'on est plus cartésien, il y a eu, et Jeanne va peut-être pouvoir en parler, mais il y a eu une certaine défiance vis-à-vis des créatures surnaturelles. Il faut parler du vrai, il faut parler du quotidien, avec le grand roman du 19e, qui est un roman réaliste, naturaliste, Balzac, Zola, et que finalement des auteurs comme Théophile Gautier ont été moins portés au pinacle que ces grands auteurs-là. Bon, moi, je peux répondre qu'avec mon point de vue d'auteur. Donc là aussi, j'ai un cerveau droit, un cerveau gauche. C'est-à-dire qu'a priori, je suis totalement athée et j'ai reçu une éducation purement laïque. Donc la religion chrétienne, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas comment on fait un signe de croix. J'exagère presque, c'est presque ça. Et puis par ailleurs, j'ai découvert en écrivant des histoires de vampires que j'étais un peu mystique. Et je ne le savais pas, je l'ai découvert comme ça. Et je pense que c'est pas un hasard si je suis tombée sur les grands mythes hindouistes, qui peuvent se lire à plusieurs niveaux, puisqu'il y a à la fois un côté Blanche-Neige et les 7 nains, si on prend au premier degré. En même temps, ce sont des mythes qui sont extrêmement sanglants, puis après, il y a un fond religieux que les Indiens, évidemment, s'approprient et vivent complètement différemment d'un occidental. Donc, effectivement, mon deuxième roman sur les vampires, La déesse écarlate, c'est l'histoire, c'est un peu la Kali indienne. Hein. Kali, c'est la déesse de la mort et des charniers. Et mon personnage de Mara, c'est un peu cette figure-là, et l'allié du prince des démons, l'opposé, enfin l'adversaire de Bouddha. Et en fait, maintenant, quand je me définis sur le plan religieux, je dis bah, je suis hindouiste tendance Shiva. Donc c'est un peu un gag, mais je pense que quand on écrit sur ce genre de sujet, on a quand même un petit fond mystique. Oui, parce que le vampire, ça parle quand même de mort et d'au-delà, et que forcément, quand on écrit, quand on lit de la littérature avec le vampire,
la question c'est la mort, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on peut la déjouer? Est-ce qu'on peut l'éviter? Et que finalement le vampire, plus que le loup-garou, puisque le loup-garou reste quand même mortel, même s'il est très fort, le vampire nous permet aussi de tricher et de nous offrir une porte de sortie en quelque sorte, et de s'interroger sur est-ce qu'on veut vraiment la prendre, parce que dans beaucoup de romans de chick lit, les femmes refusent de devenir vampires, elles veulent rester humaines et donc affronter la vieillesse, la mort et la vraie vie. Moi, il me semble que dans la Bible, comme dans la fantasy, il y a quand même une dimension essentiellement ludique par rapport à ce que vous évoquez. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit des romans qui aient véritablement une vocation mystique. Par contre, il y a l'utilisation de tout un registre dont on va faire quelque chose. C'est-à-dire que par contrepoint avec ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Dans Queen Betsy que tu citais tout à l'heure, quand Betsy se réveille à la mort et se rend compte qu'elle était morte et qu'elle s'est réveillée, sa première pensée c'est de se dire que sa belle-mère va lui piquer sa collection de chaussures. Bon, donc le rapport là à l'au-delà et à l'après la mort, il est quand même sérieusement détourné. J'en profite pour dire que Mary Janice Davidson, l'auteur de Queen Betsy, sera l'invité du Festival des Imaginales à la fin du mois de mai à Épinal. On a une occasion rarissime de rencontrer une grande auteure de Bic Lit et une nana très très rigolote. Je voudrais faire allusion à quelque chose par rapport à la question de la religion, et je vais encore mentionner quelqu'un qui est vraiment une femme formidable, qui est Patricia Briggs. Patricia Briggs est mormone, comme Stéphanie Meyer. Mais elle est incroyablement intelligente, elle est hyper tolérante. Enfin, moi je ne suis pas religieux non plus, donc j'ai forcément un petit a priori sur les mormons, avec des choses du genre une femme mormone ne peut pas aller au paradis si elle n'est pas accompagnée par un homme, et ce genre de trucs. Donc finalement, quand vous rencontrez Patricia Briggs, vous savez très bien que vous parlez à quelqu'un qui n'est pas du tout prisonnier d'un carcan idéologique ou moral qui serait celui de sa propre religion. Donc je pense qu'il y a une dimension en effet ludique dans ce qu'elle fait qui consiste à ne jamais renier ses valeurs, et je pense que c'est l'une des raisons du succès extraordinaire de la série Mercy Thompson, qui est l'un des plus grands succès de la Bic Lit, et qui est aussi l'une des séries les plus consensuelles. Alors consensuelle, c'est un peu péjoratif, mais finalement, disons rassembleuse. C'est la série qui est de Bic Lit la plus lue par des hommes, par exemple. Et le personnage de Mercy Thompson est une femme qui est extrêmement finement dessinée psychologiquement. Voilà, c'est ni une pain bêche, ni une salope, disons-le clairement. Quelqu'un qui a une vraie vie et qui déploie à travers ses aventures toute la richesse, à la fois morale, intellectuelle et pratique, d'une femme qui construit sa vie. Ce qui me fait penser à une phrase très forte que m'a dit un grand éditeur américain, David Hartwell, qui m'avait dit ce que l'essentiel pour lui, la Bic Lit, par rapport à la romance, c'était la romance, c'est l'enjeu de l'histoire, c'est elle va choper le mec et elle va partir avec lui. La Bic Lit, c'est pas ça. La Bic Lit, c'est elle devient l'héroïne de sa propre vie. Et que ça passe par l'acquisition de pouvoir qui la rend extraordinaire, que ça passe par une relation qui lui permet de s'accomplir, ou que ça passe par l'expérience de la liberté sexuelle. L'enjeu, il est là, c'est devenir l'héroïne de sa propre vie. Et Mercy Thompson, pourtant la créature, si je puis dire, d'un auteur mormon, me paraît tout à fait emblématique de ça. Je vois que l'heure a tourné et je pense que si vous voulez poser des questions, comme il est 11h25, c'est peut-être le moment. Est-ce qu'il y a un micro? Il y a un micro qui tourne? Il est là, le micro. Il est là, monsieur. Bonjour, donc Sophie Comèche pour les bibliothèques de Toulouse. Donc en fait, nous, on a développé un fonds à destination des adolescents et adolescents. La Bic Lit a vraiment une très très grande place. Et oui. Donc forcément, on tenait également à se mettre un peu en valeur pour dire que les bibliothèques, c'est pas que les grands classiques, comme vous disiez, Edgar Poe ou les autres qui ont été les précurseurs de la littérature fantastique. Mais nous avons commencé avec Stéphanie Meyer, on a continué avec Anita Blake, on a adoré Succubus Blues qu'on continue de recommander aux ados de 16 ans, malgré les fortes scènes sexuelles qu'il peut y avoir.
Et donc ma question, c'était justement par rapport à l'évolution de ce lectorat comme ça qui se développe et tout, aussi bien en tant que public privé qu'au niveau du public des bibliothèques publiques. Comment nous, à ce moment-là, en tant que bibliothécaire, on peut se positionner pour acheter ce type de littérature. Comment derrière, on peut mettre en valeur ce type de collection, sachant que tout à l'heure, vous faisiez remarquer que la littérature sentimentale, ça avait sa place en particulier au niveau des éditeurs, mais également en bibliothèque, il n'y a pas la place pour la littérature sentimentale, alors que les Kerry Arthur, on les a achetés. Voilà, donc derrière, donc derrière, comment nous, dans les bibliothèques, on peut se positionner pour acheter ce type de littérature. Se positionner, c'est-à-dire en termes de circuit pour acheter, etc. Tout à fait. Il y a des diffuseurs dont c'est le travail, comme pour tous les autres. Alors justement, c'est ça le problème de la question, c'est que les diffuseurs, par exemple, nous on fonctionne par office, où justement les diffuseurs nous filent un stock de livres à lire et il n'y a pas de littérature biblique, quasiment pas, ou très peu. C'est-à-dire qu'on doit faire nous-mêmes la demande. On va remédier à ça immédiatement. Voilà. On en parle après. Mais dans ce que tu évoques, alors déjà, c'est génial, c'est super de faire ça, bien sûr, et pas seulement parce que ça fait tourner ma boutique, mais parce que le fait que tu dises qu'il n'y a pas de place pour le roman sentimental en bibliothèque, c'est très dommage, parce que... il n'y a pas de place officielle, attention, c'est-à-dire nous on a nous-mêmes la place. On est toujours dans l'interdit et dans le contexte. Voilà, oui. Mais ça permet de poser une question importante qui éclaire aussi la question en librairie, c'est qu'il n'y a pas de rayon d'écoute. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui est récurrent dans le domaine de la librairie, qui est comment faire de la place aux nouvelles tendances, aux nouveaux genres. Et aujourd'hui, la bitlite, et c'est intéressant parce qu'elle est hybride, cette littérature on l'a dit, ça ressemble au polar, il y a du cul, il y a de la romance, il y a du fantastique, etc. Les libraires, même ceux qui disent moi je veux y faire la place, ils disent mais où est-ce que je la mets? Elle est du côté de la fantaisie, elle est du côté du polar, elle pourrait être du côté de la romance, etc. Un cas hyper intéressant, c'est évidemment ce qui s'est passé avec Charles Henaris. Charles Henaris a été d'abord publié en France par Gelure Sentimental, dans Amours et Passions, je sais pas quoi. Et ensuite, elle est passée plutôt du côté du fantastique, et c'est là qu'elle a trouvé son public. Anita Blake a fait l'inverse aux États-Unis. Anita Blake a commencé en horreur, et ensuite elle est passée du côté de la romance, et ensuite elle est passée du côté du mainstream, parce que c'est devenu un tel phénomène. Donc ça veut dire que les questions littéraires, c'est évidemment aussi des questions de balisage, de repérage, de rayons, etc. Et que la meilleure façon de régler ce problème, premièrement, c'est d'en parler de façon à essayer de savoir quel est le meilleur endroit pour que le lecteur puisse la trouver et se dire « Ah, Nom d'un chien, c'est ça que j'ai envie de lire. » C'est-à-dire que quand on cherche du hard rock, on ne va pas au rayon classique. La deuxième chose, c'est évidemment de vous aider à faire ça. Et pour ça, nous, par exemple, on crée du balisage, c'est-à-dire on crée des enseignes, on crée de la signalétique, de façon à pouvoir habiller les rayons, habiller les rayonnages, etc. et à montrer ce que c'est. Donc, je voudrais aussi dire là-dessus que c'est génial d'être là, c'est génial d'en parler, et c'est génial finalement, sitôt par rapport à l'histoire éditoriale de la bibliothèque en France, d'être déjà au salon du livre en train de passer une heure à dire que c'est un phénomène. Mais ce n'est vraiment que le tout début. C'est-à-dire on ne parle pas d'une littérature et de séries qui se serait implantée depuis 30 ans, 40 ans, 100 ans. On parle vraiment de quelque chose, j'ai dit, ça commence en 2000 aux États-Unis, et nous, Patricia Briggs, on l'a publié en 2008. C'est rien du tout, 3 ans et demi au regard de l'histoire littéraire. Donc ce n'est que le début, mais cet engouement que tu évoques déjà et que nous sommes tous là pour partager, va permettre une croissance et une diversification, et évidemment une légitimité de plus en plus importante. Oui, je voulais rebondir sur ce thème de légitimité, parce qu'effectivement, le problème que vous évoquez, c'est le problème de la culture populaire vis-à-vis de la culture avec un grand C. Je suis universitaire, je sais de quoi je parle. C'est le problème pour la bitlite, c'est le problème pour les livres sur les séries télévisées dont j'ai écrit un certain nombre et qui n'ont souvent pas de place dans les librairies, où on ne sait pas vraiment où les classer dans les bibliothèques, parce que ça ne correspond pas aux classifications traditionnelles. Et c'est vrai qu'il y a quand même en France un problème de légitimation de ces cultures populaires qui émergent, qui sont lues par vous tous, et j'ai envie de dire vous toutes, vu la majorité de femmes dans le public. Mais il y a évidemment un certain mépris vis-à-vis de la littérature qui se vend, de la littérature qui se lit, de façon générale de ce qui procure du plaisir. Parce que même si on ne croit plus en Dieu, on est dans un pays quand même catholique, hein, c'est dangereux, les femmes c'est dangereux, voilà.
donc il y a cette idée de mettre peut-être cette culture populaire à part, et je pense que des gens comme vous, comme nous, parce qu'il y a un changement de génération, c'est à vous de faire la place pour les rayonnages, et je sais que vous vous battez. Je vais à la médiathèque d'Antony dans quelques semaines, qui vient d'ouvrir un rayon série télé qui va prêter non plus seulement des films et des disques et des livres, mais aussi des coffrets de séries télévisées. Donc c'est en train de changer, ce n'est que le début, continuons le combat, j'ai envie de dire. Nous on a fait quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire par exemple les Gossip Girl, on les a mis dans les romans mais de manière générale, et on a mis la série télé avec le roman en général. On n'a pas vraiment déterminé comme ça deux zones où il y a série télé, Beatly, etc. On a considéré que c'était un roman de manière générale, et donc on a les Patricia Fix à la lettre B, à côté de derrière Christine Cast ou à côté de Jane Austen. Voilà, donc c'est la place qu'on leur a donnée dans notre bibliothèque. Donc, merci. D'autres questions ou... Alors, c'est une question pour Marjolaine. Donc, je m'appelle Sophie Jolin, donc auteur chez Rodin Édition. Vous parliez justement du mépris de cette littérature populaire. Que dites-vous, vous et vous, M. Marsan, en tant qu'éditeur, des détracteurs qui avancent que la Beatly, ça suffit? Il y a les anges, il y a les vampires, il y a les zombies, et après, il y a quoi? Et après, il y a quoi? C'est-à-dire, eh bien, les détracteurs qui avancent que la Beatly, ça commence à être dépassé, voilà, ça fait 5 ans qu'on en parle, il y en a assez, les libraires n'en veulent plus. Vous leur dites quoi à ces gens-là? Ici, il y a une majorité de blogueurs qui, je pense, seraient vraiment ravis de répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que la Beatly, puisqu'elle démarre réellement en 2000, et qu'en 2008, vous proposez de coller l'ouvrage, pensez-vous qu'elle va durer encore longtemps? Quelle est sa position? Alors, moi je vous réponds que le vampire, en littérature, ça fait 200 ans qu'il existe. La Beatly, non. La Beatly, non. La Beatly correspond à la période dans laquelle on est. Combien de temps ça va durer? C'est une question peut-être que M. Marsan se pose. Moi je vous dis, la Beatly, de toute façon, Jeanne a dit qu'elle ne se sentait pas écrivain de Beatly. Je crois que le vampire, que l'écriture surnaturelle, de toute façon ça va continuer, les gens vont continuer à écrire, les gens continuent à lire, et ça c'est merveilleux. Et la Beatly, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un phénomène aujourd'hui. Pourquoi un phénomène? Parce que d'un coup on se rend compte que les gens lisent, mais les gens ont toujours lu. Les gens lisent de la Beatly aujourd'hui parce que ça leur correspond. Demain, ils liront peut-être autre chose. Moi, encore une fois, je suis historienne. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous lire l'avenir. Je suis archéologue, je n'en ai pas non plus. Voilà. Mais je pense que de toute façon, il y a toujours le livre, malgré les nouvelles technologies et le fait qu'on peut entendre dans les médias que les gens ne lisent plus, si les gens continuent à lire parce qu'on n'a pas besoin de recharger un livre et qu'il n'est jamais à court de batterie et qu'on peut le mettre dans son sac. Donc je crois que ça va continuer. Voilà, je sais pas. Un mot sur la Beatly. Dans la littérature populaire comme ailleurs, il y a des modes. Et les modes, c'est évidemment des cycles. La Beatly est en forte croissance. Elle ne restera pas en forte croissance éternellement. Il y a évidemment un moment où elle va se stabiliser, où il va y avoir une sélection parmi les séries, où des auteurs phares vont s'installer pour les siècles et les siècles, et plein d'autres vont disparaître. On est aujourd'hui à un moment de floraison. Par rapport à ce que tu parlais de détracteurs, là c'est une question d'épicier et de commerce, c'est-à-dire que quand des éditeurs me disent mais alors la Beatly c'est mort, juste au moment où on annonce qu'on vient d'en vendre 1 million en 2 ans, si tu veux, bah écoute, si tu veux pas regarder la réalité, c'est un autre problème. Donc je pense qu'il y a évidemment une conjonction de mépris pour la littérature et pour son public, une conjonction de déni de la réalité économique, etc. etc. Par contre, il est vrai qu'aux États-Unis et en Allemagne, qui sont les 2 plus gros marchés pour la Beatly, il y a un tassement, mais un tassement, franchement, qui nous rendrait tous riches si on avait ces ventes-là. Ils se plaignent quand ils n'ont vendu que 100 000 exemplaires. Hein. Bon, bah, nous, on peut vivre avec 100 000 exemplaires, c'est pas un problème. Donc, voilà, ça reste très... Et j'étais à New York l'été dernier, et je leur ai dit, alors, on arrive à la fin, ça décline, etc. Et ils m'ont tous regardé en souriant, en disant, tu rigoles, quoi. Bon. Le dernier en date, c'est hyper intéressant, c'est Nalini Singh. Nalini Singh est une auteure qui est en pleine explosion,
et qui est celle qui a la croissance dans ses ventes la plus rapide. En Aline Singh, qui à l'origine n'est pas américaine d'ailleurs, commence vraiment à exploser sur le marché américain. Donc ça veut dire qu'il y a encore, et de loin, beaucoup de place pour de nouvelles plumes. Je voudrais finir rapidement en disant que la bitlite francophone existe. Voilà. Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Elle apparaît d'abord par deux biais. D'abord la petite édition dans laquelle apparaissent des nouvelles plumes, comme vous, mademoiselle Jamin. Et évidemment avec une tradition, on l'a évoqué, vampirique une lignée plus traditionnelle, comme Jeanne, mais qui en même temps vient intégrer énormément d'aspects qui sont contemporains, qui sont le polar, etc. Et je voudrais dire que parmi les jeunes auteurs de cette toute nouvelle génération, il y a Marika Gellman, dont le premier roman Rage dedans sera réédité chez Milady au mois de mai, qui est le début d'une série, et je lis aujourd'hui beaucoup de manuscrits de bitlite. Voilà, la bitlite francophone arrive et va prendre le relais de la bitlite américaine. Tout simplement pour dire, en tant qu'auteur, cette espèce moi je sens bien effectivement un courant qui porte un intérêt fort d'un certain type de lectorat pour ce genre de livre, et en même temps pour les autres c'est considéré comme un sujet. Bon, voilà. Or, en fait, c'est complètement faux, parce que c'est la possibilité d'écrire des fictions qui sont très très élaborées, dans lesquelles rentrent des éléments de merveilleux, des éléments de fantastique, des éléments de thriller, des éléments de roman noir, des éléments historiques. Ce sont des fictions très complexes à élaborer, et très intéressantes. Il y aura toujours un lecteur après tout ça. Je crois que c'est le mot de la fin pour une heure qui a passé très vite, et malheureusement nous devons nous séparer. Je crois que nous pouvons maintenant remercier nos intervenants.